chronique de la monarchie populaire. On peut toujours donner une interprétation tendancieuse aux événements historiques, mais il reste les faits, les documents d'archives, les édits, les actes notariés, les dossiers des jurants des droits coutumiers, les guildes des libertés régionales à découvrir dans les greniers, mairies ou églises, comme dormant quelquefois chez les particuliers. Ces faits représentent l'honneur de la mémoire du passé comme du respect de nos anciens, qui, de là-haut, n'apprécient pas que l'on dénature leur histoire. Nous allons tenter d'apporter quelques lumières sur la vie de nos ancêtres, qui, et vous le comprendrez aisément en écoutant, n'est pas enseignée dans nos écoles. La République n'y survivrait pas. Écoutons la citation de Pierre de Vessières, dans Gentilhomme campagnard de l'ancienne France. L'exemple des bons vieux pères et prud'hommes romains, comme Cincinnatus, Atilius Collatinus, Scipion l'Africain et autres personnages de tel calibre qui, de leur charrue appelée aux armes, des armes s'en retournoient à la charrue. À la veille de la Révolution, la féodalité ne subsistait plus que par quelques droits. Ces droits étaient considérés comme vexatoires par la paysannerie, dont la réussite sociale était incontestable. Dans la plupart des cas, ces droits n'étaient pas ou peu perçus. Le duc de Cossé-Brissac disait à ses régisseurs « Vous ferez beaucoup de bruit, mais vous ne ferez de contraintes que dans les cas urgents et indispensables. » Pierre Gaxotte cite dans son livre « La Révolution française » de nombreux cas de non-paiement durant une trentaine d'années. C'étaient surtout des sujets de tracasserie pour certains arrivistes nobliaux, hobereaux, s'ennuyant et perdant du temps dans des procédures juridiques interminables. L'ancienne France était un enchevêtrement de droits et privilèges. Albert Babot parlait de « self-government » en étudiant le monde rural. 40 000 associations naturelles délibéraient sur leurs propres intérêts et choisissaient leur agent. Certains paysans achetaient leurs terres et les cas n'étaient pas rares. La situation de beaucoup de nobles à la veille de la Révolution faisait plus pitié qu'envie, car leur puissance comme leur richesse s'était, au fil du temps, considérablement réduite face à la bourgeoisie triomphante. À chaque critique désolante sur la France de jadis, nous trouvons des textes qui contredisent ces généralisations hasardeuses de notre passé. On ne peut généraliser aucun jugement dans une France si diversifiée de par ses climats, ses sols, ses coutumes, ses lois et ses habitudes de vie. Nos ancêtres n'avaient pas la tristesse d'aujourd'hui. Tout est occasion à rire et à chanter. Écoutons Stevens. On dansait au carnaval, aux fêtes publiques, on dansait à la fauchaison, aux semailles, aux vendanges. En novembre, on se groupait pour émoiser et on dansait encore. Dames de château, demoiselles, messieurs, paysans, paysannes, domestiques, tous dansaient ensemble, sans distinction de rang ou de naissance. Quand on ne pouvait plus danser, on chantait. Et il en est ainsi du nord au midi, de l'est à l'ouest, heureux peuple. Comme le dit Franz Brentano dans son magnifique livre L'Ancien Régime, véritable bible du pays jadis, on dansait au villanelle, aux chansons, bourrées-berrichonnes et auvergnates, sauteuses du Nivernais, gavottes du Dauphiné, branles de Bourgogne, farandoles de Provence, gaillardes, laitières, sabotières, rigaudons. On le voit un peu dans le film Chouan, où paysans et nobles s'amusent ensemble dans l'ouest profond. Qui n'avait pas connu l'Ancien Régime n'avait pas connu la douceur de vivre, disait Talleyrand. Les archives révèlent des banquets de mariage durant une semaine, et le fait n'est pas rare. N'oublions pas que l'impôt rural, la taille, était fixé en fonction des signes extérieurs de richesse et que ces collecteurs étaient des paysans choisis à tour de rôle, d'où l'intérêt de se plaindre et l'étalage de signes de pauvreté au regard indiscret. Il n'est pas rare que le seigneur campagnard soit aussi pauvre que ses paysans avec lesquels il vivait en parfaite harmonie. Il était d'ailleurs souvent soumis aux mêmes contraintes fiscales que ses paysans. J. Smith, dans l'introduction à Gentilhomme campagnard de Pierre de Vessières, « Les gentilshommes campagnards sont proches de leurs métayers, de leurs ouvriers agricoles, de leurs journaliers, et sortent souvent de leurs manoirs et de leurs gentilhommières, très différents des châteaux princiers, pour pousser eux-mêmes la charrue, la désembourber s'il le faut, discuter de la dernière moisson ou de la prochaine vendange, sans avoir le sentiment de déroger, sans non plus sombrer dans la démagogie ou le paternalisme. Ils aiment simplement dignement la terre, ce qu'elle produit, ses fécondités, ses générosités, et se sentent de plein pied avec ceux qui, comme eux, en vivent. » Calonne disait
On ne peut faire un pas dans ce vaste royaume sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des exceptions, des affranchissements d'impôts, des droits et des prétentions de toute espèce. Il nous est difficile d'imaginer aujourd'hui, après 200 ans de fonctionnarisme triomphant et d'assistanat complet, l'état de la France libre d'alors. L'État royal, très puissant dans ses attributions propres, ne pouvait en aucun cas déborder ses pouvoirs sans risque de contestation, au moins aussi puissant que lui dans ses fonctions. On arrivait à ce mélange exceptionnel d'autorité et de liberté dans cette imbrication de coutumes et lois diverses. Le bureaucrate socialisé détient aujourd'hui l'autorité. Ses pouvoirs sont arbitraires et suprêmes, inimaginables pour nos ancêtres, un but de liberté publique et très attachés à leurs droits et privilèges acquis, parfois au prix du sang. Actuellement, le pouvoir fonctionnalisé détient le droit de vous prendre vos biens, vos enfants, de percevoir plus que de raison, de contraindre votre femme au travail car votre salaire est insuffisant, au lieu de reconnaître son droit au salaire maternel, de vous envoyer à la mort sur le terrain du carnage par les guerres d'enfer issues de la Révolution. Autrefois, celle-ci était affaire de professionnels, limitée dans le temps avec des principes et bien codés. Ce pouvoir fonctionnalisé est puissant et sans limite. Il est le vainqueur de l'ancien régime. Écoutons Pierre Gaxotte, parlant de la République d'aujourd'hui. Il connaît nos revenus et fait l'inventaire de nos héritages. Il sait si nous possédons un piano, une automobile, un chien ou une bicyclette. Il instruit nos enfants et fixe le prix de notre pain. Il fabrique nos allumettes et nous vend notre tabac. Il est industriel, armateur, commerçant et médecin. Il a des tableaux, des forêts, des chemins de fer, des hôpitaux et le monopole des téléphones. Il accapare la charité. Si nous appartenons au sexe masculin, il nous fait comparaître devant lui, nous pèse, nous mesure et examine le fonctionnement de notre cœur, de nos poumons et de notre rate. Nous ne pouvons faire un pas ou un geste sans qu'il en soit averti et sans qu'il trouve prétexte d'intervenir. Il n'y a rien de plus étranger à l'ancienne France que cette situation-là. À chaque nouvelle province acquise, le roi garantissait les droits et coutumes existants et ainsi ne dérangeait aucune organisation, habitude de vie et de pensée. Cette conception de vie où l'on voit un Louis XV pensionner un inventeur d'explosifs terrifiant pour qu'il ne divulgue pas son arme de mort, au risque de rendre la guerre inhumaine, nous surprend par son humanisme. Un joaillier grenoblois du nom de Dupré inventa un feu grégeois qui eut un certain succès en 1759. Le maréchal de Belle-Île eut, après quelques expériences, de bons résultats. Louis XV, par sentiment d'humanité, trouva que le génie de l'homme était trop inventif pour la destruction. Le susnommé Dupré reçut une pension de 2000 livres et le cordon de Saint-Michel, après destruction complète de l'invention, et l'obligation de ne révéler à quiconque son terrible secret. Rappelons aussi ce que Louis XV enseignait à son fils, le dauphin de France, lors de la bataille de Fontenoy en 1745. Voyez ce qu'il en coûte à un bon cœur de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. On est loin des guerres d'enfer des démocraties modernes. Voici un petit extrait de Le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, où il est question d'une mitrailleuse présentée à Louis XVI. Plus près de nous, en 1775, un ingénieur français, Duperron, présenta au jeune Louis XVI un orgue militaire qui, actionné par une manivelle, lançait simultanément 24 balles. Un mémoire accompagnait cet instrument, embryon des mitrailleuses modernes. La machine parut si meurtrière au roi, à ses ministres Malesherbes et Turgot, qu'elle fut refusée et son inventeur considéré comme un ennemi de l'humanité. À tout vouloir émanciper, nous avons aussi émancipé la guerre. Jadis occasion de sacrifice et de salut pour quelques-uns, elle est devenue la damnation de tous. Voilà comment Louis XVI, qui fut qualifié de tyran par les révolutionnaires, considérait notre époque comme ennemi de l'humanité. Nous sommes habitués au contraire, armés de la religion nouvelle des droits de l'homme et broyés par l'administration qui peut décider de nous envoyer dans les guerres où plus rien d'humain n'existe, camps de la mort, massacre de femmes et d'enfants, destruction de cités, situation inimaginable dans l'obscur Moyen-Âge. Sous l'aval d'un roi de France si cruel soit-il, Louis XIV disait « Sa Majesté promet et jure sur les saints évangiles
qu'elle et ses augustes successeurs les tiendront et maintiendront bien et loyalement en tous et quelconque leurs privilèges, franchises et libertés, anciennes possessions, usages, coutumes et ordonnances, et généralement qu'elle fera tout ce qu'un prince et comte palatin de Bourgogne est tenu de faire. La monarchie, issue de la féodalité, unifia au fil du temps les pays et les hommes qui constituèrent la diversité française. Écoutons encore Pierre Gaxotte. Élargissez cet exemple, représentez-vous les provinces, les villes, les classes, les associations, les métiers, les offices, pourvus de chartes, de droits, de statuts, d'immunités de toute nature, et vous aurez une idée de ce qu'était la France de Louis XV et de Louis XVI, et de la manière dont pouvait s'y exercer la volonté royale. Le caractère social de la monarchie est encore en image à Dunkerque. Les heureuses conséquences sociales par un privilège que Louis XIV avait octroyé aux habitants de Fort Mardic et qui s'était perpétué. Pour peupler ce nouveau port, le roi Soleil avait décidé que chaque foyer qui s'y fondrait recevrait en cadeau de mariage un lopin de terre d'un demi-arpent d'ordonnance, 2400 mètres carrés d'aujourd'hui, prélevé sur les dunes et où trouverait place sa chaumière et son jardin, si bien que la Ligue du coin de terre aurait dû honnêtement se mettre sous le patronage du plus absolu de nos rois. Il est toujours bon de sortir la vérité des archives afin de confronter les incohérences de la pensée dominante. Inlassablement, nous montrerons le caractère indéniable de l'humanisme réel, d'une institution ancrée dans l'inconscient collectif de notre peuple, le caractère social et populaire de la monarchie. Notre jour viendra.